Un réveil islamique discret est en train de se produire en Espagne et personne n'en parle. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi apparemment ordinaire du début du mois de mars de cette année. Dans le quartier populaire de Lavapiés, à Madrid, une foule petite mais croissante s'est rassemblée devant une devanture réaménagée qui était autrefois une supérette. Le panneau au-dessus de la porte indiquait désormais Centro Cultural Islamico, centre culturel islamique, et à l'intérieur, des rangées de tapis de prière étaient disposés selon des lignes nettes et précises. Ce qui a rendu ce moment remarquable n'était pas la taille du rassemblement, peut-être une centaine de personnes tout au plus, mais le fait qu'il s'agissait du troisième centre de ce type à ouvrir dans le district au cours des 12 derniers mois. Le gouvernement local avait approuvé les permis sans tambour ni trompette, les médias en avaient à peine parlé, et pourtant, si l'on savait où chercher, on pouvait voir le même schéma se répéter à Barcelone, Malaga, Valence et même dans des villes plus petites comme Grenade et Cordoue. Aujourd'hui, j'ai passé la majeure partie de 3 décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique en Europe. J'ai écrit sur la montée de l'islam politique en France, l'expression discrète de l'influence turque dans les Balkans et la manière dont l'argent saoudien et qatari a remodelé le paysage religieux du continent. Mais ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas seulement un autre chapitre de cette histoire. C'est quelque chose de différent. Quelque chose de plus silencieux, de plus organique et de bien plus important sur le plan stratégique que la plupart des analystes ne le pensent. Et le fait que presque personne dans la presse occidentale n'en parle devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur le peu de compréhension que nous avons des forces qui remodèlent l'Europe de l'intérieur. Le récit officiel, bien entendu, est que l'Espagne connaît simplement une évolution naturelle de son paysage religieux. Le gouvernement cite le recensement de 2023, qui montre que la population musulmane en Espagne a augmenté pour atteindre un peu plus de 2,5 millions, soit environ 5,3% de la population totale, comme preuve que ce n'est rien d'autre que le résultat prévisible de l'immigration et des taux de natalité. Le ministère de l'Intérieur de Sich a assuré à plusieurs reprises au public qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, décrivant la croissance de l'islam dans le pays comme un phénomène culturel bénin, voire enrichissant. Dans un rapport de 2022, ils ont noté que la communauté musulmane d'Espagne est majoritairement modérée, intégrée et ne représente aucune menace pour la sécurité. Les médias, quant à eux, ont largement repris ce propos. Quelques histoires d'intérêt humain sur les bouchées halal à Séville ou les célébrations du Ramadan à Barcelone, une poignée de réflexions sur les liens historiques uniques de l'Espagne avec l'islam, et c'est tout. Le message est avancé, rien à voir ici. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas que ce soit entièrement faux, c'est plutôt que c'est incomplet au point d'être à la limite d'un obscurcissement délibéré. Parce que les chiffres ne disent pas tout. Les données démographiques n'expliquent pas le timing. Et les assurances officielles ignorent les courants géopolitiques qui font de l'Espagne l'un des champs de bataille religieux les plus stratégiquement contestés d'Europe. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Tout d'abord, les données. Certes, la population musulmane d'Espagne a augmenté, mais pas dans le sens suggéré par le gouvernement. Le chiffre de 2,5 millions est trompeur car il inclut tous les musulmans d'Espagne, quel que soit leur statut juridique. Une part importante, les estimations varient entre 300 000 et 500 000, sont des migrants sans papier, principalement originaires du Maroc, d'Algérie et d'Afrique subsaharienne. Ce ne sont pas des gens qui s'intègrent, dans un sens significatif, ils vivent dans l'ombre, souvent dans des appartements surpeuplés dans des banlieues industrielles, travaillent dans l'économie informelle et s'appuient sur des réseaux communautaires de plus en plus liés aux mosquées et aux centres culturels islamiques. Le gouvernement Sich le sait. Ils ont mené des études internes montrant que la population musulmane sans papier augmente à un rythme de 8 à 10% par an, dépassant de loin le système d'immigration légale. Mais ils n'en parlent pas, car cela obligerait à engager une conversation sur la sécurité des frontières, les services sociaux, de manière plus explosive, sur les relations de l'Espagne avec le Maroc, qui sont devenus l'un des partenariats géopolitiques les plus importants et les plus tendus de la Méditerranée. C'est ici que cela devient intéressant. Le Maroc a étendu discrètement mais agressivement son influence en Espagne au cours de la dernière décennie, et il le fait à travers 2 migrations et religions parallèles. Sur le front migratoire, Rabat a clairement indiqué qu'il pouvait ouvrir ou fermer le robinet des migrants sans papier en fonction de la coopération de Madrid sur des questions telles que le Sahara occidental, le commerce et la coopération en matière de sécurité.
En 2021, lorsque l'Espagne a provoqué la colère du Maroc en autorisant le leader du mouvement indépendantiste du Sahara occidental à recevoir des soins médicaux à Madrid, Rabat a répondu en encourageant des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière à Ceuta. Le message était le suivant: nous contrôlons le flux et nous attendons le respect des règles. Mais l'influence du Maroc n'est pas seulement une question de pression, c'est aussi une question de soft power. Et c'est là qu'intervient la dimension religieuse. Depuis des années, le Maroc se positionne comme le leader d'un islam modéré en Europe, faisant contrepoids aux tendances plus radicales promues par l'Arabie saoudite et le Qatar. La monarchie marocaine, qui prétend descendre directement du prophète Mahomet, a dépensé des millions pour former des imams, financer des mosquées et distribuer du matériel religieux à travers l'Europe. En Espagne, cet effort a été particulièrement efficace. L'Union des communautés islamiques d'Espagne, la plus grande organisation fêtière musulmane du pays, est de facto contrôlée par des intérêts marocains. Les imams de la plupart des plus grandes mosquées d'Espagne sont formés par des Marocains, et le programme religieux des écoles islamiques suit souvent les directives fixées par Rabat. Ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question de loyauté. Le Maroc construit un réseau d'influence qui garantit que la population musulmane croissante d'Espagne reste culturellement et politiquement liée à Rabat, et non à Madrid. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors ? L'Espagne a toujours eu une relation compliquée avec le Maroc. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne et du Maroc. Il s'agit de la relation de l'Europe avec le monde musulman et de la façon dont les grandes puissances luttent pour exercer leur influence sur un continent qui n'est plus le bloc monolithique et dominé par les chrétiens qu'il était autrefois. Permettez-moi de situer cela dans un contexte géopolitique plus large. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont fonctionné en partant du principe que l'Europe était un partenaire stable, laïque et fiable, pro-occidental. Mais cette hypothèse s'effondre. Le déclin démographique de l'Europe, sa dépendance énergétique à l'égard de la Russie et ses divisions internes croissantes en ont fait un espace contesté comme il ne l'a pas été depuis la guerre froide. Et dans ce vide sont intervenus un certain nombre d'acteurs: la Russie, la Turquie, les États du Golfe et maintenant le Maroc, chacun avec sa propre vision de l'avenir de l'Europe. La Russie, bien entendu, s'est montrée la plus agressive. Moscou considère les communautés musulmanes d'Europe comme une cinquième colonne potentielle, un moyen de semer la division et d'affaiblir l'OTAN de l'intérieur. Le Kremlin a financé des partis d'extrême droite pour attiser l'islamophobie, tout en courtisant les dirigeants musulmans en leur proposant un soutien financier et une légitimité religieuse. En Espagne, des entités liées à la Russie ont été surprises en train de canaliser de l'argent vers des groupes d'extrême droite et certaines organisations islamiques, jouant ainsi sur les deux tableaux dans le but de déstabiliser le pays. Mais l'influence de la Russie est limitée. Il lui manque les liens culturels et religieux qu'entretient le Maroc, et ses efforts apparaissent souvent comme grossiers et opportunistes. La Turquie, en revanche, est beaucoup plus sophistiquée. Sous Erdogan, Ankara s'est positionné comme le leader de la communauté musulmane mondiale et a dépensé des milliards pour construire des mosquées, financer des écoles islamiques et former des imams dans toute l'Europe. En Espagne, la Diyanet turque a été particulièrement active, ouvrant des centres culturels et distribuant du matériel religieux en langue turque. Mais l'influence de la Turquie est limitée par ses propres difficultés économiques et par le fait que de nombreux musulmans européens, en particulier ceux d'origine nord-africaine, considèrent Ankara comme un étranger et non comme un allié naturel. Ce qui nous ramène au Maroc. La stratégie de Rabat est différente. Il ne s'agit pas de grandes visions idéologiques ou de rivalité géopolitique. Il s'agit de contrôle. Le Maroc n'a pas besoin de convertir les Siares à l'islam. Il lui suffit de garantir que la population musulmane espagnole reste fidèle à l'islam marocain et non à une autre version. Et cela à un moment où l'Espagne est plus vulnérable qu'elle ne l'a été depuis des décennies. La classe politique espagnole est profondément divisée. Le pays est gouverné par une coalition fragile de partis de gauche depuis 2020, et l'emprise du gouvernement sur le pouvoir est ténue. Le parti d'extrême droite Vox, qui a placé la rhétorique anti-immigration et anti-islam au centre de son programme, gagne du terrain, notamment dans des régions comme l'Andalousie et la Catalogne. Le Partido Popular, de centre droit,
a du mal à conserver sa base, et le Parti socialiste des travailleurs au pouvoir dépend de plus en plus du soutien de factions de gauche plus petites et plus radicales. Cette fragmentation politique a créé un vide que le Maroc n'a pas tardé à combler. Voici comment cela fonctionne. Le Maroc propose à l'Espagne de coopérer en matière de contrôle des migrations, de lutte contre le terrorisme et d'énergie. En retour, l'Espagne ferme les yeux sur l'influence religieuse et culturelle marocaine croissante à l'intérieur de ses frontières. C'est une contrepartie, et cela se produit à tous les niveaux de gouvernement. Les autorités locales des villes à forte population musulmane sont souvent les plus coopératives, approuvant les permis de construction de mosquées et de centres culturels islamiques avec un minimum de surveillance. Le gouvernement national, pour sa part, a évité tout débat public sur la question, craignant de s'aliéner la gauche ou la droite. Mais le véritable danger n'est pas seulement que l'Espagne perde le contrôle de son paysage religieux. C'est que ce processus se déroule sans aucun débat public. Il n'y a aucune discussion sur ce que cela signifie pour l'identité nationale de l'Espagne, aucune conversation sur les implications à long terme d'une population musulmane croissante liée culturellement et politiquement à une puissance étrangère. Et c'est par conception. L'establishment de SICH comme une grande partie de l'Europe est convaincu que s'il ignore simplement le problème, il disparaîtra. Mais ce ne sera pas le cas. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un État islamique. C'est absurde. Mais ce qui se passe est bien plus insidieux. L'Espagne est en train de devenir lentement et tranquillement le champ de bataille d'une lutte d'influence bien plus vaste en Europe. Et les acteurs impliqués, le Maroc, la Turquie, la Russie, les États du Golfe opèrent tous avec une vision à long terme. Ils ne pensent pas aux cycles électoraux. Ils pensent en générations. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques. L'Espagne est membre de l'OTAN et abrite certaines des installations militaires les plus importantes de l'Alliance, notamment la base navale de Rota, essentielle aux opérations américaines en Méditerranée et en Afrique du Nord. Les États-Unis ont également étendu leur présence à la base aérienne de Morón, l'utilisant comme plaque tournante pour les opérations antiterroristes au Sahel. Mais la fiabilité de l'Espagne en tant que partenaire de l'OTAN n'est pas garantie. L'instabilité politique du pays, ses difficultés économiques et ses divisions internes croissantes soulèvent des questions sur son engagement à long terme envers l'Alliance. Et puis il y a la question de la fidélité. Si une partie importante de la population espagnole, en particulier sa population musulmane, ressent davantage d'allégeance au Maroc qu'à l'Espagne, que se passe-t-il en cas de crise? Que se passera-t-il si le Maroc, par exemple, décide de faire pression sur l'Espagne en encourageant les manifestations, voire les troubles civils, au sein de sa diaspora? Ce n'est pas une hypothèse. Nous avons déjà vu cela se produire. En 2004, après les attentats à la bombe dans un train de Madrid, les services de renseignement marocains ont été accusés de dissimuler des informations cruciales aux autorités de SICH. En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé le leader indépendantiste du Sahara occidental à entrer dans le pays, le Maroc a répondu en encourageant ses citoyens espagnols à protester, provoquant des affrontements dans plusieurs villes. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des tests et le Maroc apprend jusqu'où il peut aller. Les États-Unis, pour leur part, ont été largement inconscients de cette dynamique. Washington considère toujours l'Espagne comme un allié fiable au sein de l'OTAN, une démocratie stable et un partenaire clé en Méditerranée. Mais cette vision est de plus en plus déconnectée de la réalité. Les États-Unis n'ont pas de stratégie cohérente pour faire face à la montée de l'islam politique en Europe, et leur approche à l'égard de l'Espagne a été particulièrement myope. Au lieu de s'attaquer de front à ce problème, les États-Unis ont préféré se concentrer sur la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, ignorant les changements culturels et démographiques plus profonds qui remodèlent le pays. Cela m'amène à la dimension politique intérieure. La classe politique espagnole est profondément divisée sur la question de l'islam, et cette division paralyse la capacité du pays à réagir. La gauche, dirigée par le Premier ministre Pedro Sánchez, a adopté une vision multiculturelle de l'Espagne, qui célèbre l'héritage islamique du pays et accueille favorablement l'immigration. La droite, dirigée par le Partido Popular et Vox, a adopté une ligne plus dure, mettant en garde contre les dangers d'une immigration incontrôlée et de l'érosion de l'identité chrétienne de l'Espagne. Mais aucune des deux parties n'a de stratégie cohérente pour faire face à l'influence marocaine qui est au cœur de cette question.
Le gouvernement Sánchez, en particulier, s'est montré réticent à affronter le Maroc, craignant que cela ne mette en péril sa fragile coalition ou ne provoque une réaction de la gauche. Au lieu de cela, il a préféré minimiser la question, la présentant comme une question de liberté religieuse et de diversité culturelle. Mais cette approche n'est pas viable. Plus l'Espagne évitera d'engager un débat sérieux sur le rôle de l'islam dans sa société, plus il lui sera difficile d'aborder cette question par la suite. Et plus le Maroc gagnera en influence, plus il sera difficile de faire marche arrière. Alors que se passe-t-il ensuite ? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles. Scénario: le meilleur résultat dans ce scénario, la classe politique espagnole prend enfin conscience du défi et prend des mesures décisives. Le gouvernement lance une révision complète de ses politiques d'immigration et d'intégration, réprimant l'immigration clandestine tout en investissant dans des programmes visant à promouvoir la cohésion sociale. Elle s'engage également dans un dialogue sérieux avec le Maroc, fixant des limites claires en matière d'influence religieuse et culturelle. Les États-Unis et l'OTAN jouent un rôle constructif, en offrant soutien et expertise pour aider l'Espagne à traverser cette transition. Au fil du temps, la population musulmane espagnole s'intègre davantage et l'identité nationale du pays se renforce plutôt qu'elle ne s'affaiblit. C'est le scénario le moins probable, mais il n'est pas impossible. Cela nécessiterait un niveau de courage politique et de clairvoyance stratégique dont les dirigeants actuels de l'Espagne n'ont pas fait preuve. Scénario: le résultat le plus probable dans ce scénario, l'Espagne s'en sort. Le gouvernement continue d'éviter toute discussion sérieuse sur l'islam et l'immigration, préférant s'en remettre à plus tard. L'influence du Maroc augmente, mais pas au point d'une confrontation ouverte. La population musulmane continue de s'expulser, mais elle reste fragmentée, certaines communautés s'intégrant tandis que d'autres restent isolées. Les divisions politiques en Espagne s'accentuent et l'extrême droite gagne du terrain, entraînant des poussées périodiques de tensions et de troubles. Les États-Unis et l'OTAN restent largement désengagés, traitant l'Espagne comme une préoccupation secondaire. Il s'agit du scénario du statu quo, et c'est celui que nous sommes le plus susceptibles de voir. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas durable à long terme. Scénario: le pire des cas dans ce scénario, le tissu politique et social espagnol s'effondre. L'incapacité du gouvernement à résoudre ce problème entraîne des réactions négatives, avec la prise de pouvoir de groupes d'extrême droite et la mise en œuvre de politiques d'immigration draconiennes. Le Maroc, sentant sa faiblesse, accroît sa pression, utilisant sa diaspora comme levier pour arracher des concessions. Les tensions s'intensifient, conduisant à des manifestations, des émeutes et même des violences. Les engagements de l'Espagne auprès de l'OTAN sont remis en question et le pays devient un champ de bataille dans la lutte plus large pour l'influence en Europe. C'est le scénario du cauchemar, et même si ce n'est pas le plus probable, ce n'est pas impossible. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Maintenant, permettez-moi de prendre du recul et d'offrir une perspective plus large. Ce qui se passe en Espagne n'est pas unique. Cela fait partie d'un modèle beaucoup plus vaste, que nous avons vu se développer à travers l'Europe au cours des 2 dernières décennies. Le continent connaît une profonde transformation démographique et culturelle, et sa classe politique peine à s'adapter. L'ancien modèle dans lequel l'Europe pouvait se permettre d'ignorer ses divisions internes parce qu'elle était économiquement et militairement dominante a disparu. Aujourd'hui, l'Europe est un espace contesté, et les grandes puissances du XXIe siècle rivalisent toutes pour y influencer. Les États-Unis, pour leur part, ont mis du temps à reconnaître ce changement. Washington continue de partir du principe que l'Europe est un partenaire stable, laïque et pro-occidental fiable. Mais cette hypothèse est de plus en plus déconnectée de la réalité. L'Europe est en train de changer et les États-Unis ont besoin d'une nouvelle stratégie pour y faire face. Cette stratégie ne peut pas reposer uniquement sur la puissance militaire. Elle doit également s'attaquer aux forces culturelles et démographiques qui remodèlent le continent. Alors que devons-nous faire ? Permettez-moi de proposer quelques recommandations. Premièrement, les États-Unis doivent dialoguer avec l'Europe sur cette question maintenant, et non après le début de la crise. Cela signifie travailler avec des alliés comme l'Espagne, la France et l'Allemagne pour développer une stratégie cohérente pour gérer la montée de l'islam politique. Cela signifie soutenir des programmes qui favorisent l'intégration et la cohésion sociale, tout en fixant des limites claires à l'influence étrangère. Deuxièmement,
les États-Unis doivent reconnaître que le Maroc n'est pas seulement un partenaire, c'est un concurrent. La stratégie de Rabat en Espagne n'est pas une question d'amitié. Il s'agit de contrôle. Les États-Unis devraient travailler avec l'Espagne pour contrebalancer l'influence marocaine, tout en s'engageant auprès du Maroc pour garantir que ces actions ne déstabilisent pas la région. Troisièmement, les États-Unis doivent repenser leur approche à l'égard de l'OTAN. L'alliance a été conçue pour une époque différente, où la principale menace était une agression extérieure. Aujourd'hui, les menaces sont internes, changement démographique, fragmentation culturelle et montée de l'islam politique. L'OTAN doit s'adapter, sinon elle perdra toute pertinence. Enfin, les États-Unis doivent accepter que l'Europe n'est plus le bloc monolithique, dominé par les chrétiens, qu'elle était autrefois. Le continent change et les États-Unis doivent évoluer avec lui. Cela signifie s'engager auprès des communautés musulmanes d'Europe, non pas comme une menace, mais comme un élément de l'avenir de l'Europe. Cela signifie reconnaître que l'ancien modèle d'hégémonie libérale n'est pas viable et qu'une nouvelle approche basée sur le réalisme et non sur l'idéalisme est nécessaire. Permettez-moi de terminer avec ceci. Ce qui se passe en Espagne est le microcosme d'une lutte beaucoup plus vaste, qui définira le XXIe siècle. C'est une lutte pour l'âme de l'Europe, et elle n'est pas menée avec des chars et des missiles, mais avec des mosquées, des migrations et de l'argent. Les grandes puissances du monde luttent toutes pour exercer leur influence, et la classe politique européenne n'est malheureusement pas préparée. Les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'ignorer cette question. Il est temps d'agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Des citoyens informés constituent un frein aux excès du gouvernement. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce réveil islamique tranquille en Espagne ne se produit pas dans le vide, il fait partie d'un échiquier géopolitique beaucoup plus vaste où les pièces sont déplacées par des joueurs qui comprennent bien mieux le jeu à long terme que les décideurs politiques occidentaux. Et quand je parle de « jeu à long terme », je ne parle pas de cycles électoraux ou de rapports trimestriels. Je parle de stratégie générationnelle, de celle que le roi Mohamed VI du Maroc exécute avec la précision d'un chirurgien depuis son accession au trône en 1999. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour l'équilibre militaire en Méditerranée, par extension, sur le flanc sud de l'OTAN. Tout d'abord, considérons l'ampleur de l'influence marocaine en Espagne. Nous ne parlons pas seulement des 800 000 résidents nés au Maroc, même si c'est assez significatif. Nous parlons du fait que le Maroc a passé les 2 dernières décennies à s'intégrer systématiquement dans l'infrastructure politique, économique et religieuse de l'Espagne. Le gouvernement marocain ne finance pas seulement les mosquées, il les contrôle. La Commission islamique d'Espagne, la plus grande organisation fêtière musulmane du pays, est en fait une branche du ministère des Affaires islamiques de Rabat. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une question de notoriété publique. Les dirigeants de la commission ont été examinés, approuvés et souvent directement nommés par les responsables marocains. Et voici que le gouvernement espagnol a permis que cela se produise parce qu'il est terrifié à l'idée d'être qualifié d'islamophobe. Le résultat ? Une puissance étrangère a désormais une autorité de facto sur la vie religieuse de centaines de milliers de citoyens de Siche. Maintenant, pourquoi est-ce important sur le plan militaire ? Parce que contrôler les institutions religieuses, c'est contrôler l'information, et contrôler l'information, c'est contrôler les populations. En 2017, l'agence de renseignement Siche, CNI, a averti dans un rapport classifié divulgué ensuite à El Confidencial que les mosquées financées par le Maroc étaient utilisées pour diffuser une propagande, incompatible avec les valeurs démocratiques de Siche. Le rapport citait spécifiquement des sermons qui glorifiaient le djihad, promouvaient les théories du complot antisémite et encourageaient la résistance aux lois Siche. Mais c'est là que la classe politique espagnole a enterré le rapport, mal à l'aise. Ils ne voulaient pas faire face aux réactions négatives de la gauche, qui les aurait accusés de « profilage racial » ou du Maroc, qui aurait riposté en militarisant l'immigration ou en coupant l'approvisionnement en gaz. Alors, au lieu d'agir, ils ont détourné le regard. C'est là que le flanc sud de l'OTAN devient vulnérable. L'Espagne abrite 2 des bases militaires les plus critiques de l'Alliance, la base navale de Rota, où les États-Unis stationnent des destroyers équipés d'Aegis, et la base aérienne de Morón, une plaque tournante clé des opérations antiterroristes en Afrique. Tous 2 sont situés en Andalousie, la région avec la plus forte concentration d'immigrés marocains et le plus grand nombre de mosquées financées par les Marocains.
Je ne dis pas que la population musulmane d'Espagne constitue une cinquième colonne, loin de là. Mais je dis que si une puissance étrangère, le Maroc, dans ce cas-ci a la capacité de façonner les récits religieux et politiques d'une partie importante de la population dans une région qui abrite les moyens les plus sensibles de l'OTAN, alors cela constitue un risque pour la sécurité nationale. Et c'est une question que l'OTAN a complètement ignorée. Permettez-moi de vous faire un parallèle historique. Dans les années 1970, l'Union soviétique n'avait pas besoin d'envahir l'Europe occidentale pour la déstabiliser. Il lui suffisait de financer les partis communistes, d'infiltrer les syndicats et d'exploiter les divisions sociales. Le résultat ? Des grèves massives, une paralysie politique et un continent trop occupé à se battre contre lui-même pour présenter un front uni contre Moscou. Aujourd'hui, le Maroc joue un jeu similaire, mais avec une touche de XXIe siècle. Au lieu de l'idéologie communiste, il utilise l'islam. Au lieu des syndicats, il utilise les mosquées. Et au lieu du KGB, il utilise la migration, les envois de fonds et l'influence culturelle. La différence ? Les soviétiques étaient ouverts sur leurs ambitions. Le Maroc, quant à lui, opère dans l'ombre, et il le fait avec l'approbation tacite des gouvernements occidentaux qui ont trop peur pour dénoncer le problème. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les deux enclaves siches en Afrique du Nord. Le Maroc a passé des années à faire pression sur l'Espagne pour qu'elle lui cède ses territoires, en utilisant toutes sortes de moyens, du chantage économique aux crises migratoires. En 2021, Rabat a orchestré un passage frontalier massif à Ceuta, inondant la ville de milliers de migrants en quelques jours. Le message était « Remettez Ceuta et Melilla, sinon nous transformerons votre frontière sud en une crise permanente ». La réponse de l'Espagne ? Capitulation. Madrid a accepté d'approfondir la coopération économique avec le Maroc et a même reconnu la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie, l'autre partenaire clé de l'Espagne en Afrique du Nord. C'est ce qui arrive lorsque vous permettez à une puissance étrangère de dicter votre politique intérieure et étrangère. Et il n'y a pas que l'Espagne. La France est confrontée à la même dynamique avec l'Algérie, l'Allemagne avec la Turquie et l'Italie avec la Libye. Le modèle est le suivant, un État d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient utilise la migration, la dépendance énergétique et l'influence religieuse pour plier un pays européen à sa volonté. Et l'Europe, au lieu de reculer, se retourne. Parlons maintenant des implications militaires. Le flanc sud de l'OTAN constitue déjà son maillon le plus faible. L'alliance a été construite pour contrer la menace soviétique en Europe centrale, et non pour faire face à une guerre hybride en Méditerranée. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Le Maroc n'est pas seulement une puissance régionale, c'est un acteur dans un jeu beaucoup plus vaste, qui inclut la Russie, la Chine et les États du Golfe. Permettez-moi de décomposer cela. Premièrement, la Russie. Moscou a discrètement étendu son influence en Afrique du Nord, en utilisant les mercenaires du groupe Wagner, les ventes d'armes et les contrats énergétiques pour prendre pied en Libye, en Algérie et même au Maroc. En 2022, le Maroc a signé un accord d'armement de 2 milliards de dollars avec la Russie, malgré les pressions occidentales pour l'annuler. Pourquoi ? Parce que Rabat sait que les États-Unis et l'Europe ne couperont pas les ponts, l'Espagne est trop dépendante du gaz marocain et les États-Unis ont besoin du Maroc comme contrepoids à l'Algérie. Le Maroc joue donc sur les deux tableaux, prenant les armes russes tout en accueillant les exercices militaires américains. Et pendant ce temps, il utilise son influence en Espagne pour s'assurer que Madrid ne fasse pas bouger les choses. Deuxièmement, la Chine. Pékin a investi massivement dans les ports marocains, notamment à Tanger Med, qui est désormais le plus grand port de la Méditerranée. L'initiative chinoise, la ceinture et la route, traverse le Maroc et Rabat est plus qu'heureux de jouer le jeu. Le problème ? Tanger Med se trouve à seulement 20 miles de la côte sud de l'Espagne. Si la Chine décide un jour d'utiliser son levier économique pour faire pression sur le Maroc afin qu'il autorise les navires de la marine de l'APL à y accoster, le flanc sud de l'OTAN serait exposé d'une manière que personne à Bruxelles n'a même commencé à envisager. Troisièmement, les États du Golfe. L'Arabie saoudite et le Qatar injectent de l'argent dans les communautés musulmanes d'Europe depuis des décennies, finançant des mosquées, des écoles islamiques et des organisations politiques.
En Espagne, les Saoudiens ont été particulièrement actifs en finançant la construction de la mosquée du roi Abdulaziz à Marbella et du centre culturel islamique de Madrid. Les Qataris, quant à eux, ont racheté les médias et les groupes de réflexion sikhs, façonnant ainsi le discours autour de l'islam en Europe. L'objectif n'est pas seulement l'influence religieuse, c'est le pouvoir politique. Et ça marche. Alors, qu'en est-il de l'OTAN? En un mot, exposé. Le flanc sud de l'Alliance n'est pas miné par les chars ou les missiles, mais par les mosquées, les migrations et l'argent. Et le pire? L'OTAN n'a même pas de stratégie pour y faire face. Le concept stratégique 2022 de l'Alliance mentionne les « menaces hybrides » une seule fois, et même dans ce cas, c'est dans le contexte des cyberattaques et de la désinformation, et non dans le contexte d'un changement démographique ou d'une influence religieuse. C'est comme construire une forteresse avec des douves mais en laissant la porte arrière grande ouverte. Voici ce qui doit arriver. Premièrement, l'OTAN doit reconnaître que la Méditerranée constitue la nouvelle ligne de front. Cela signifie investir dans le partage de renseignements avec les membres du sud de l'Europe, notamment l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Cela signifie développer une stratégie cohérente pour contrer l'influence étrangère dans les communautés musulmanes d'Europe non pas par la répression, mais par l'engagement et la diffusion de contre-messages. Et cela signifie faire pression sur des pays comme le Maroc pour qu'ils cessent d'utiliser la migration et la religion comme des armes. Deuxièmement, les États-Unis doivent cesser de traiter l'Afrique du Nord comme un théâtre secondaire. Le Pentagone s'est concentré sur l'Indo-Pacifique et l'Europe de l'Est, mais c'est dans la Méditerranée que la prochaine crise éclatera. Les États-Unis devraient travailler avec l'Espagne pour renforcer leurs frontières sud, non seulement contre la migration, mais aussi contre l'influence étrangère. Cela signifie réprimer le financement marocain des mosquées, surveiller les sermons pour détecter tout contenu extrémiste et garantir que la loi sikh et non la loi religieuse étrangère soit l'autorité finale dans le pays. Troisièmement, l'Europe doit prendre conscience du fait que sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Afrique du Nord constitue un risque pour sa sécurité nationale. L'Espagne obtient 40% de son gaz naturel de l'Algérie, mais le Maroc contrôle les gazoducs. C'est une vulnérabilité que Rabat a déjà exploitée et qui pourrait être réutilisée. L'Europe doit diversifier ses sources d'énergie, et vite. Enfin, les États-Unis et l'Europe doivent cesser de prétendre qu'il s'agit là d'une simple question culturelle. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un enjeu géopolitique qui déterminera l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée pour les décennies à venir. Le réveil islamique en Espagne n'est pas seulement une question de religion, c'est une question de contrôle. Et si l'Occident ne commence pas à le traiter de cette façon, il perdra le contrôle de son propre territoire. Laissez-moi vous laisser avec ceci. En 2015, le roi Mohamed VI a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que le Maroc était le « leader du monde islamique en Occident ». À l'époque, la plupart des analystes occidentaux l'avaient rejeté, la qualifiant de rhétorique vide de sens. Mais si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, il est clair qu'il ne se contentait pas de parler. Il exposait une vision. Et il l'exécute avec la précision d'un grand maître. La question est, l'Occident s'en rendra-t-il compte avant qu'il ne soit trop tard? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. Il s'agit de l'ensemble de la Méditerranée occidentale et, par extension, de l'avenir de l'Europe elle-même. L'Espagne est le ventre mou, le terrain d'essai d'une stratégie beaucoup plus vaste. Si le Maroc parvient à étendre son influence en Andalousie, il peut faire de même en Catalogne, aux Baléares et même dans le sud de la France. Et n'oublions pas que la France compte la plus grande population musulmane d'Europe occidentale, une communauté déjà radicalisée par poche, avec des liens directs avec les réseaux maghrébins. Le même modèle utilisé en Espagne: financement des mosquées, sensibilisation culturelle, migration comme outil de pression démographique est déployé dans les Pyrénées. La différence est que la France, avec sa laïcité rigide et son bagage historique algérien, a été encore moins efficace pour le contrer. Voilà pourquoi l'Occident perd cette bataille, parce qu'il refuse de reconnaître qu'il s'agit même d'une bataille. Nous avons passé les 2 dernières décennies à être obsédés par le terrorisme djihadiste tout en ignorant la construction lente et méthodique de sociétés parallèles sous influence étrangère. Les attentats de Charlie Hebdo en 2015 ont été un signal d'alarme, mais au lieu de s'attaquer aux problèmes structurels, les mosquées financées par l'Arabie Saoudite, les réseaux de renseignement algériens,
La sensibilisation culturelle marocaine. Nous avons redoublé d'efforts en matière de surveillance et de lutte contre le terrorisme, en traitant les symptômes pendant que la maladie se métastasait. Et maintenant, en Espagne, nous assistons non seulement à une radicalisation, mais à un renouveau islamique discret et institutionnalisé, qui ne conduit pas nécessairement à la violence mais conduit à une réorientation de la loyauté loin de l'état de Siche. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au niveau stratégique global. La Méditerranée a toujours été une ligne de fracture entre les civilisations, mais aujourd'hui c'est aussi une ligne de fracture entre les systèmes. D'un côté, les démocraties libérales sont aux prises avec le déclin démographique, la sécularisation et l'érosion de l'identité nationale. De l'autre, des régimes autoritaires, le Maroc, la Turquie et même l'Iran utilisent la religion, la migration et l'influence économique pour remodeler la région à leur image. Le Maroc n'exporte pas seulement des imams, il s'agit d'exporter un modèle de gouvernance, dans lequel l'islam est la force unificatrice, où l'État contrôle les institutions religieuses et où la loyauté envers la nation est inséparable de la loyauté envers la foi. C'est le même modèle qu'Erdogan a utilisé en Turquie, où la direction des affaires religieuses supervise des dizaines de milliers de mosquées à l'étranger, y compris en Europe. La différence est que le Maroc le fait de manière plus subtile, avec un sourire et une poignée de main, tandis que la Turquie le fait plus ouvertement. La question est, que peut faire l'Occident à ce sujet ? La première option consiste à intensifier la surveillance, la lutte contre le terrorisme et les restrictions sur le financement étranger des mosquées. C'est la voie de moindre résistance, et c'est celle qu'emprunteront la plupart des gouvernements européens, car elle ne les oblige pas à affronter des problèmes plus profonds, comme le fait que leurs propres sociétés sont de plus en plus fracturées, avec d'importantes communautés musulmanes qui se sentent éloignées de l'État. Mais cette approche est vouée à l'échec car elle traite le problème comme une question de sécurité plutôt que comme une question culturelle et politique. On ne peut pas contrer un mouvement idéologique uniquement par des descentes de police et des opérations de renseignement. Vous avez besoin d'un contre-récit, qui offre une vision alternative de l'identité et de l'appartenance. La deuxième option consiste à adopter une forme de laïcité plus musclée, qui promeut activement les valeurs occidentales et s'oppose à l'influence religieuse étrangère. C'est l'approche qu'a essayé la France, avec ses lois interdisant les symboles religieux dans l'espace public et sa répression contre les mosquées financées par des fonds étrangers. Mais le modèle français a ses propres problèmes. Cela a aliéné de larges pans de sa population musulmane, les poussant vers la radicalisation ou, à tout le moins, vers les bras d'acteurs étrangers qui leur offrent un sentiment d'appartenance. Et il n'est pas évident que d'autres pays européens soient disposés à adopter une approche aussi conflictuelle. L'Espagne, par exemple, entretient une relation très différente avec son passé musulman, une relation plus romancée, plus liée à l'idée d'Al-Andalus comme âge d'or de la coexistence. Cela rend plus difficile pour Madrid d'adopter une ligne dure contre l'islam sans être accusé de trahir sa propre histoire. La troisième option et celle qui me semble la plus viable est une combinaison hybride d'engagement et de confinement. L'engagement signifie intégrer les communautés musulmanes dans le tissu national, non seulement en tant que citoyens mais aussi en tant que partie prenante de l'avenir du pays. Cela signifie financer des mosquées modérées, promouvoir des imams qui prêchent une version de l'islam compatible avec la démocratie libérale et donner aux communautés musulmanes une véritable voix en politique. Mais le confinement signifie mettre clairement en rouge aucun financement étranger des institutions religieuses, aucun système juridique parallèle, aucune tolérance pour la rhétorique extrémiste. Cela implique de traiter la migration comme une question de sécurité nationale, et pas seulement humanitaire, et de veiller à ce que les nouveaux arrivants soient assimilés à la culture d'accueil plutôt que d'être laissés former des communautés insulaires. Cette approche nécessite une réflexion à long terme sur laquelle la plupart des gouvernements occidentaux sont terribles. Le réveil islamique en Espagne n'est pas une crise qui éclatera du jour au lendemain. C'est un projet lent, générationnel. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Lorsque l'Occident se rendra compte de ce qui se passe, il sera peut-être trop tard pour faire marche arrière. Regardez ce qui se passe dans les Balkans, où l'Arabie saoudite et la Turquie ont passé des décennies à financer des mosquées et des centres culturels, modifiant progressivement le paysage religieux. En Bosnie, par exemple, le nombre de mosquées a triplé depuis les années 1990 et l'influence des acteurs étrangers est désormais profondément ancrée. La même chose se produit en Espagne, mais à une plus grande échelle. Parlons maintenant du rôle des États-Unis dans tout cela.
Pendant trop longtemps, Washington a traité les communautés musulmanes d'Europe comme un problème européen et non américain. Mais c'est une erreur. Les États-Unis ont un intérêt vital à garantir que l'Europe reste stable, démocratique et alignée sur l'Occident. Si l'Espagne ou la France ou l'Allemagne devient un champ de bataille pour l'influence étrangère, cela affaiblira l'ensemble de l'alliance transatlantique. Les États-Unis doivent jouer un rôle plus actif dans la lutte contre cette menace, non seulement par le biais d'une aide militaire ou du partage de renseignements, mais aussi par le biais d'une puissance douce. Cela signifie financer des programmes qui promeuvent l'intégration, soutenir les voix musulmanes modérées et travailler avec les gouvernements européens pour développer une stratégie cohérente pour contrer l'influence étrangère. Mais voilà, les États-Unis ne peuvent pas y parvenir seuls. Elle doit travailler avec ses alliés européens, ce qui implique de surmonter les profondes divisions qui ont tourmenté les relations transatlantiques ces dernières années. L'approche de l'administration Trump à l'égard de l'Europe était conflictuelle, s'aliénant souvent des alliés clés comme l'Allemagne et la France. L'administration Biden a tenté de rétablir ces relations, mais il n'est toujours pas clair si les États-Unis et l'Europe peuvent s'entendre sur une stratégie commune pour faire face au réveil islamique. Et sans cette unité, tout effort visant à contrer l'influence étrangère sera voué à l'échec. Permettez-moi de vous laisser avec une dernière pensée. En 2004, le gouvernement siche de José María Aznar a rejoint la coalition dirigée par les États-Unis en Irak, une décision profondément impopulaire en Espagne. 3 jours avant les élections générales, les attentats à la bombe dans les trains de Madrid ont tué 193 personnes, et la gestion de la crise par le gouvernement accusant l'État plutôt qu'Al-Qaïda a conduit à sa défaite. Le nouveau gouvernement socialiste, dirigé par José Luis Rodríguez Zapatero, a immédiatement retiré les troupes siches d'Irak. Cela a été perçu comme une victoire des terroristes, un signe que l'Espagne pouvait être intimidée. Mais ce fut aussi un tournant dans les relations de l'Espagne avec sa communauté musulmane. Les attentats à la bombe ont révélé les profondes fractures de la société siche, et la réponse du gouvernement oscillant entre répression et apaisement n'a fait qu'empirer les choses. Aujourd'hui, l'Espagne se trouve à un autre carrefour. Le réveil islamique n'est pas seulement un défi, c'est une opportunité. Si l'Espagne parvient à intégrer sa communauté musulmane dans le tissu national, elle pourrait servir de modèle au reste de l'Europe. Mais en cas d'échec, cela pourrait devenir un récit édifiant, un avertissement sur ce qui se produit lorsqu'un pays perd le contrôle de son propre récit. Le choix appartient à l'Espagne. Mais le temps presse.